Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Enchanteurs, enchantresses, bienvenue à bord du Magicobus. Parti pour un voyage au cœur du tarot. Une expédition magique où les arcanes majeurs vous guideront à travers les chemins initiatiques pour explorer votre parcours intérieur. Installez-vous confortablement et faites bon voyage avec Mimi Mireille. Chaque nuit, entre 20h et minuit, Antasia se plonge dans l'univers magique des sorcières. Eh bien, coucou mes très chers enchanteurs. En ce samedi soir, 2e samedi du mois, eh bien, on retrouve Mimi Mireille pour le voyage au cœur du tarot. Ça va, ma petite Mimi ? Oui, bonsoir Alina et les auditeurs, et ça va très bien, je te remercie, j'espère que toi aussi. Ah bah oui, écoute, ça farte, comme on dit, chez les jeunes. Alors, aujourd'hui, ce soir, tu vas nous inviter à ouvrir les portes de la lame numéro 14, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Et tu sais laquelle c'est, la 14 ? J'ai vu ton plan, donc c'est pas bien. Donc je sais que c'est la lame de la tempérance. Voilà, c'est tout à fait ça. Waouh, ça promet du bouillon, ça promet du bouillon. Tempéré, tempérance. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette lame ? Comment ça se passe ? Alors, avant de voir ce qu'il y a sur cette lame, je vais d'abord refaire mon petit laïus habituel en vous disant que je ne suis pas tarologue, que le but ici n'est pas de faire des prédictions de tarot, mais de vous renseigner sur les symboles, de ce qu'on peut voir sur la lame, etc. Et en 2024, mon maître, c'est toujours Papus. Ça n'a pas changé, mon maître inconditionnel. Même si de temps en temps, il y en a d'autres qui se rajoutent, que j'apprécie ce qu'ils ont à dire, mais ça reste Papus concernant le tarot. Je sais pas toi, qui est ta référence ? Alors moi, depuis le départ, depuis des années d'ailleurs, c'est le tarot des magiciens. Donc, je sais pas, c'est du White Watcher, du tarot de Marseille. J'ai du mal avec ce mot, mais White Watcher, ça reste bien. Donc. Rider White. Voilà, Rider White. Je sais pourquoi j'ai du mal avec ce mot. Je sais pourquoi, c'est un truc de fou. Moi, dans ma version, donc le tarot des magiciens, j'ai non seulement les cartes, le livret, mais aussi un énorme livre autour de l'univers du tarot des magiciens. D'accord. Et donc forcément j'ai de quoi faire pour chercher la tempérance. Mais j'ai pas la sensation que ce tarot-là oriente vraiment vers le tarot de Marseille ou le White. Enfin voilà. Rider White. Donc voilà, bref. Donc ma petite Mimi, on va commencer, parce qu'à l'introduction on va durer. Alors comme tu as dit que nous allons commencer. Alors, je vais t'embêter, comme à chaque fois. Oui. Dis-moi, Alina, que vois-tu sur cette lame ? Je vois qu'elle aime beaucoup boire, parce que déjà, elle a 2 coupes, une dans chaque main, avec de l'eau ou de l'énergie. On pourrait penser que ça peut être aussi de l'énergie qui va d'une coupe à l'autre. Elle est pas droite, en fait, elle est un petit peu courbée sur le côté gauche, penchée sur le côté gauche. Son visage est même penché sur le côté gauche. Au niveau de sa robe, il y a plusieurs couleurs intenses, notamment le bleu. D'ailleurs, ses cheveux sont bleus avec une petite fleur rouge. C'est mignon tout plein, on dirait qu'elle a un serre-tête d'ailleurs. Elle a des ailes aussi magnifiques derrière, couleur chair. Elle est dans un paysage désertique, bien sûr, avec le ciel blanc derrière et le désert, avec quelques petites plantes par-ci par-là. Et c'est vrai que sa robe, moi, elle me happe un petit peu, parce que tout comme les coupes, tu vois, il y a le côté rouge avec, la coupe rouge d'un côté avec le côté bleu de la robe, et vice versa, la coupe bleue avec la robe rouge de l'autre côté. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Peut-être qu'il y a un symbolisme derrière, je sais pas, tu nous diras. Sinon, les manches sont rouges et on voit bien ses mains qui tiennent bien pleinement les 2 belles coupes donc de la tempérance. Savoir tempérer. Voilà. C'est ce que j'en ressors. Ok. Alors je vais rajouter
trois petites choses. Hein. Moi personnellement, j'ai pas vu des coupes, j'ai vu des cruches. Oui, mais bon, ça reste un contenant, hein, on va dire, hein, de manière générale. J'appelle ça coupe, mais c'est vrai que ce sont des cruches. Ah, attendez. Voilà, je méritais. Vous voyez, c'est une preuve que je ne lis pas le plan de Mimi. Je suis comme les auditeurs, je découvre en même temps. Alors, on voit bien que c'est un personnage central qui occupe toute la lame, hein, toute cette arcane. Hein, elle prend vraiment beaucoup de place parce que elle va vraiment jusqu'en bas et sa tête arrive jusqu'en haut de la lame. Et en largeur, c'est pareil. Hein, elle prend presque toute la place également. On voit que ce personnage, comme tu l'as dit justement, a deux ailes dans le dos, hein, de couleur chair, qu'elle penche sa tête, hein, également, comme tu l'as bien expliqué, ça je vais pas revenir dessus. Concernant ses vêtements, on a plus l'impression, je trouve, qu'elle a une superposition de tissus. Alors, est-ce que ce sont des sortes de voiles qu'elle a superposées ou c'est vraiment une robe, je ne sais pas trop. Par contre, on voit qu'il y a un sacré décolleté, hein, qui est bien profond. Elle a alors ce fameux tissu qui est soit un voile, soit une robe, une grande robe de couleur rouge avec et puis aussi l'autre partie bleue, hein, par-dessus. On voit qu'elle a les manches rouges, comme tu le disais. On a l'impression qu'elle a une sorte d'étole ou de foulard ou autour du cou de couleur jaune, ainsi qu'une ceinture de couleur jaune. Après, elle peut très bien avoir une robe rouge et cette fameuse cape bleue par-dessus, hein, tu vois. C'est un peu particulier comme vêtement et on a du mal à le définir, je trouve. C'est vrai que tu as raison, on a du mal à définir si c'est soit une robe ou soit une sorte de cape, en fait. Oui, c'est un peu particulier. Si tu agrandis la carte, hein, tu vois bien que entre les deux morceaux de bleu et les deux morceaux de jaune, eh ben c'est de couleur chair. Donc tu vois bien que son décolleté est bien profond, quoi. Hein. En petite taille, t'as l'impression que c'est jaune comme le reste, tu vois. Ouais, je vois. Alors, comme tu l'as dit justement, elle a dans chacune de ses mains, elle a une cruche. D'un côté une bleue, de l'autre côté une rouge. Hein, et t'as bien joué sous l'opposition des couleurs. Hein, je vais pas revenir dessus. Tu l'as aussi dit par rapport à sa chevelure et à la fleur. Donc ça, je vais laisser de côté. On peut se rendre compte également que les 3/4 du fond sont blancs. C'est vraiment un fond neutre, hein, sur l'arrière. Hein. Et en bas, on voit un sol accidenté avec de couleur jaune et un petit peu de végétation. Il y a 2 touffes d'herbe. Hein. Alors, selon toi, quelle est la couleur dominante de cette lame ? Alors j'hésite entre le blanc, parce que je trouve que le blanc est quand même bien présent dans le fond de la carte, et le bleu, quoi. Quoique, voici le bleu quand même est bien là aussi. Hein. Alors je pense comme toi, le blanc et le bleu sont vraiment très très proches tous les deux, suivi du rouge, oui. La couleur chair et le jaune, c'est de nouveau pareil, c'est presque ex-aequo, je trouve. Et en dernier, c'est le vert. Ah bah oui, en plus, tu vois, le vert, il est vraiment dans le fond du fond, quoi. Je l'avais même limite pas perçu, mais oui, il y a des petites touffes d'herbe. Bah oui. Oui. Donc, ce qui domine, c'est le bleu et le blanc. Voilà. Alors, on va commencer. Quelle couleur tu veux que je commence pour parler, le bleu ou le blanc ? Bah, comme tu sens. Alors, on va commencer par le blanc. Le blanc, tu sais très bien, hein, c'est l'opposé du noir. Hein. C'est vraiment 2 couleurs qui sont très contrastées. Le blanc, il est en lien avec la grâce, la révélation, la transfiguration. C'est vraiment
une couleur qui représente la pureté. C'est aussi la lumière par excellence, hein. Et on se rend compte que le blanc, ça symbolise l'initiation. C'est un passage d'un état à un autre, et on peut si tu regardes les cruches, on peut voir ce passage d'un état à un autre, parce que tu vois qu'il y a une sorte de liquide ou de filament qui va d'une cruche à l'autre et qui est blanc également. C'est vrai, oui, effectivement. Donc tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça t'oriente vers un futur qui est pas encore là, parce qu'on est au début d'un cycle et il va se passer quelque chose. Tous les éléments sont là pour arriver à cette nouveauté, vers cette nouvelle pureté, ou cet état de grâce où il y a quelque chose, hein. On le sent. Tu vois, il y a une action qui se passe, il y a une fluctuation. Oui. Alors on va voir maintenant ton côté bleu. Alors le bleu, c'est, tu le sais, hein, c'est en lien avec le ciel, l'eau. Les liquides, on voit bien que entre ce fluide qui passe d'une cruche à l'autre, mais le bleu, ça nous montre qu'il y a quelque chose qui circule, mais de manière harmonieuse, tu vois. On est en paix, il y a de la tranquillité, il se passe quelque chose, mais de manière apaisée, tu vois. Et on se rend compte que c'est pas pour rien non plus qu'on a cette tempérance qui est une femme, parce que le bleu, c'est aussi en lien avec la féminité, hein. Le secret, c'est la couleur du secret, mais on sait pas, hein, ce qui va y arriver. Donc là, à ce stade-là, on est encore un peu dans le secret, dans la nuit. Ça arrive. Il va avoir une évolution, il va se passer quelque chose, mais quelque chose en harmonie. On va passer à la couleur rouge, si tu le veux bien. Tout à fait, ma petite pupuce. Alors le rouge, c'est en lien avec la couleur le domaine matériel, tu vois. C'est l'énergie, c'est la puissance. Donc ça confirme bien avec ce rouge qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est aussi la couleur, tu vas pas me contredire, de la passion ou de l'amour. Tout à fait. Oui. Donc tu te rends compte que on est vers une nouveauté, mais peut-être en lien avec l'amour, en lien avec d'autres domaines de la vie. À ce stade-là, toute seule, on le sait pas encore, hein. Et on voit bien que le rouge est là pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est la vie. C'est vraiment le changement arrive, hein. Et de manière générale, c'est quelque chose de positif qui va se passer, hein. Et tu vois, il y a aussi un équilibre, parce que avant je te disais que le bleu, c'était la couleur de la féminité, mais là, avec le rouge, on est en lien avec le côté masculin. Donc, il y a de nouveau un équilibre, tu vois, entre l'énergie, le masculin, le féminin, l'esprit, la vie. Il se passe quelque chose, hein. Le mouvement, tu vois. Donc, de manière générale, cette carte est plutôt bénéfique. Souvent, oui. D'accord. C'est bien aussi de le préciser, généralement, quand on veut aussi interpréter des lames, et notamment quand on fait des tirages, de se rendre compte que certaines lames ont automatiquement une symbolique ou même une influence, une énergie positive de base. Et s'il y a vraiment des lames dites plus maléfiques ou négatives, c'est qu'il y a des choses bénéfiques, mais en même temps, c'est bénéfique, mais il y aura peut-être un peu plus de complexité qui s'opérera. Alors dans l'absolu, il n'y a pas de lame totalement négative, hein. Ça faut vraiment le rayer de son esprit. Alors c'est nouveau pareil. Certaines personnes vont utiliser uniquement les lames à l'endroit.
comme je te le mets dans le plan, elle est dans le sens vertical à l'endroit. Mais ça peut arriver que ta lame tombe à l'envers dans un tirage. Tout à fait. Alors, c'est pareil, il y a 2 écoles. Certaines personnes la retournent et font leur lecture à l'endroit. Oui. D'autres personnes vont faire une autre lecture quand la lame est à l'envers. Jusqu'à présent, moi, je vous ai juste parlé toujours de la lame à l'endroit pour pas vous perturber trop, quoi. Hein. Oui, c'est le symbolisme initial de la lame, quoi. Voilà, parce que si je parle de tout en même temps, ça va peut-être un peu compliquer les choses, on va dire. Donc Alina, on va continuer maintenant. Alors soit avec la couleur chair et la couleur jaune, hein, qu'on avait estimé de même quantité à peu près. Donc avec la couleur chair, on va commencer par elle, comme elle est dans la partie supérieure de l'arcane. Et le jaune est au milieu et en bas. Donc la couleur chair, comme tu te souviens, je pense, comme j'en parle régulièrement, c'est la couleur de l'incarnation de la condition humaine. Alors elle est ni positive ni négative, hein, mais c'est souvent en lien avec le psychisme de l'humain et on est dans le présent, hein, avec cette couleur. En fin de compte, ça parle d'humanité. Donc c'est bien de poser les choses et de montrer qu'avec cette lame, on est dans le côté humain. Et on va terminer avec le jaune. Pas terminer parce qu'il reste le vert, pardon. On sait que c'est la couleur du soleil, de la chaleur, de la vie, une fois de plus, par rapport au rouge. Mais ça peut aller plus loin, c'est aussi l'exubérance. Et heureusement que dans cette lame, il n'y a pas tellement de couleur jaune parce que ça casserait cette harmonie, tu vois, s'il y en avait trop. Mais le jaune induit aussi le mouvement. C'est pas non plus une carte de tempérance comme son nom l'indique, mais il se passe quand même quelque chose. On n'est pas endormi pour autant, et on se rend compte que il y a quand même de la vie, il y a de la chaleur, il y a le côté divin, il y a en lien avec la richesse spirituelle, tu vois, il y a quelque chose qui se passe. Et si tu reprends nouveau les cruches qu'elle a en main, on peut se dire que quelque part il y a une notion alchimique parce que le liquide passe d'une cruche à l'autre, mais il y a peut-être une transformation comme les alchimistes peuvent en parler avec la pierre philosophale, tu vois. Il y a une subtilité qui s'opère à ce niveau-là, quoi. Oui, il y a quelque chose qui se passe, il y a une transformation. On ne sait pas encore laquelle, mais il va se produire quelque chose, mais dans l'harmonie, tu vois. Et on va terminer avec les 2 touches de vert. Donc le vert, tu le sais, c'est la couleur de l'espoir. Bon, même si c'est une couleur relativement sombre, ce vert, mais il y a toujours un espoir avec le vert, un renouveau, parce que on l'a vu là, il y a pas tellement longtemps avec l'arbre de Yule, il est vert. T'as cette notion d'immortalité, mais t'as aussi la notion, si tu vas plus loin avec toute la végétation, pas que l'arbre de Yule, le vert, c'est l'espoir parce qu'il y a la renaissance d'une nouvelle vie chaque printemps, tu vois. C'est un cycle éternel avec ce vert. Et on peut parler de fertilité aussi, si tu veux. D'accord. En un mot, le vert, c'est la vie, si tu préfères. C'est bien dit, ma petite Mimi. Le vert, c'est la vie. Oui. Même si ça fait 3 mots, mais bon, c'est pas grave, quoi. Ce qui compte, c'est l'intention, on va dire. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on conclut cette première partie, alors. Oui. Wow. C'est la fin de la première partie. Waouh, les amis. Donc, on se retrouve dans quelques minutes après cette petite pause musicale pour la suite, donc, de cette merveilleuse lame et le décortiquage de cette merveilleuse lame. À tout à l'heure, Mimi. À tout à l'heure, Alina. Vous souhaitez être informé de l'actualité de votre radio et de ses partenaires ? Abonnez-vous à la newsletter des enchanteurs
en nous envoyant un email à contact@radioantasia.fr. Cette newsletter est envoyée à l'ensemble des auditeurs chaque lundi. Bienvenue à bord du Magicobus. Parti pour un voyage au cœur du tarot. Une expédition magique où les arcanes majeurs vous guideront à travers les chemins initiatiques pour explorer votre parcours intérieur. Installez-vous confortablement et faites bon voyage avec Mimi Mireille. Radio Antasia, la radio des enchanteurs. Eh bien, on se retrouve, mes très chers enchanteurs, pour la deuxième partie donc, de cette émission, toujours en compagnie de Mimi Mireille. Oui, Alina, je suis toujours là. Merveilleux. Alors, qu'est-ce que tu vas nous parler pour cette deuxième partie autour donc de cette lame numéro 14, la tempérance? Eh ben, on va aller voir du côté des nombres et des chiffres s'il y a quelque chose à dire. Donc le chiffre 14 alors, le 1, le 4, il y a plein d'autres choses. D'accord. Alors, on va peut-être commencer par le 1, on va aller dans l'ordre, que je sais pas ce que t'en penses. T'as raison, il faut. Oui. Donc le 1, je pense que tu l'as identifié. Oui. Donc il y a un personnage, il y a une fleur. Hein. Oui, c'est vrai que moi j'ai vu une fleur en fait. D'accord. Ça va. Donc le 1, c'est le règne minéral. Hein. C'est le début. C'est le stade initial, c'est le début dans la matière. Ça implique l'immobilité. On voit bien que ce personnage est quand même bien ancré dans la terre. Et mis à part ce fluide qui traverse d'une cruche à l'autre, elle bouge pas beaucoup, tu vois. Elle est quand même bien ancrée, bien immobile. Elle apparaît, elle est là. C'est le début. Il y a une logique en fait, ouais. Oui. C'est le commencement. Voilà. Et si tu prends pour refaire un petit lien en gématrie, je sais pas si tu te souviens de la première arcane qu'on a fait ensemble, l'arcane 1. Le battleur. Voilà, parfait. Donc avec le battleur, on était aussi au début de quelque chose. Avec notre tempérance, on a vu qu'on a changé de cycle pour cette année, hein, si on continue avec le tarot, tu vois. Et on a eu juste avant elle la lame 13. Tu sais laquelle c'est, la 13, je pense. C'est ta lame. Déjà, je sais que c'est ta lame. Ah, c'est l'arcane. Sans nom. Non. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc là... Attends, je me félicite, hein. Parce que les amis, je vous assure, hein, je ne regarde rien. Je suis concentrée sur la lame numéro 14, hein, je ne regarde rien. Ah oui, donc, ok. Oui, mais là, je l'ai même pas écrit, donc tu pouvais pas le voir. Donc, avec l'arcane sans nom, on a vu que, c'était la fin de quelque chose et le recommencement d'autre chose. Et là, avec notre tempérance, on arrive comme j'arrête pas de te le dire depuis le début, là, qu'on arrive à un nouveau commencement en harmonie, là, on est nouveau au début de quelque chose, comme avec notre ami le battleur, tu vois. On est en train de créer autre chose, peut-être plus spirituel ou autre. Ça dépend maintenant des lames qui vont être autour, tu vois, de notre tempérance. D'accord. D'ailleurs, en parlant de l'âme 13, ça intéresse les enchanteurs, donc elle sera sur la chaîne YouTube, hein, donc il y aura une continuité. C'est une émission qu'on avait enregistrée il y a quelques années en arrière, et donc il sera encodé d'ici quelques temps. Si ça se trouve, elle sera déjà encodée quand on va passer l'émission. Je sais pas. On verra, surprise.
Mystère et boule de gomme. Mystère. Et maintenant, nous allons passer au chiffre 2. Donc, je pense que tu sais pourquoi je parle du 2. Oui, il y a 2 petites touffes d'herbe. Mais encore, Il y a 2 cruches. voilà. Donc, on a les 2 touffes d'herbe et les 2 cruches. Et on peut, par extension, dire les 2 ailes aussi, hein, de notre amie la tempérance. Hein. Oui. Et puis les 2 couleurs imposantes donc de la robe manteau aussi. Oui, si tu veux. Alors, le 2, tu le sais, c'est la dualité, c'est la rivalité, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est... En fait, il se passe quelque chose, tu vois, c'est comme avec le yin et le yang, il y a soit 2 opposés, positif, négatif, soit 2 forces, 2 identités, tu vois, c'est par 2 que ça se passe, mais ça peut aussi être fusionnel, tu vois, souvent, si tu prends 2 jumeaux, ils sont souvent fusionnels, un sait ce qui arrive à l'autre, même s'ils sont pas l'un à côté de l'autre, tu vois. C'est avec le 2, il se passe différentes choses. Tu peux aussi avoir le masculin, le féminin, l'ombre, la lumière, le chaud, le froid. Tout ça, comme je te disais, c'est des contrastes, c'est des opposés, mais tu peux aussi avoir des choses complémentaires, tu vois, mais toujours par paire de 2. Et le 2, on revient de nouveau par si tu prends la numérologie, faire à ton petit cœur, hein, ça je le sais, que tu aimes bien. Et je pense ne pas me tromper en disant que le 2, c'est un nombre féminin. Tu vois, c'est en lien avec le féminin par excellence. C'est la mère, c'est vraiment... tu as aussi cette notion d'équilibre. Hein. Et en astrologie, alors ça c'est plus ton domaine, tu pourras me corriger également. Le 2 est souvent associé aux Gémeaux. Tout à fait. Bah oui. Cette dualité entre l'un et l'autre, tout à fait. Oui, oui. Parce que tu as cette notion de recherche d'équilibre, tu vois, c'est donc et c'est bien présent avec si tu regardes les 2 cruches de notre tempérance, on sait pas trop si ce qui va se passer, tu vois, si c'est comme le yin et le yang avec ces 2 cruches ou si c'est l'harmonie, si c'est l'équilibre, ce sera à voir par la suite. Alors, nous arrivons au 4. Tu l'as repéré, le 4 ? Alors, le 4. Les 4 pétales de la fleur rouge. Punaise Mimi, mais énorme. Moi, je comptais le nombre de traits, tu sais, le nombre de parties qu'il y avait sur la cruche. 1, 2, 3. D'accord. On pourrait dire qu'il y en a 4. J'étais un peu loin de la cruche, là. Oui, j'étais pas du tout sur la fleur. Hein. Alors, et puis t'as aussi une des 2 touffes d'herbe qui a 4 tiges. Exact, oui. Mais la deuxième, j'ai pas relevé les chiffres, par contre. Et Mimi, elle est hallucinante. Quand je vous dis qu'elle est hallucinante. Voilà, elle perçoit des trucs de dingue. L'autre touffe d'herbe, elle en a 7. Exact. Mais je l'ai pas retenu parce que ça aurait fait trop de nombres, tu vois. Je comprends. Mais par contre, les auditeurs peuvent s'amuser à chercher des corrélations. Ah oui, ils peuvent continuer à chercher, là. Il n'y a pas de souci, hein. Donc, le 4. Avec le 4, tu sais qu'on arrive à un carrefour, hein. Soit tu vas évoluer et aller vers le 5, donc attraper la sagesse, hein, faire le choix d'une évolution vers l'évolution en tant qu'homme, soit tu vas régresser et tu vas retourner au stade 3 qui est le stade animal. Donc on est vraiment au carrefour, il va se passer quelque chose, mais il faut qu'on choisisse vers où on va aller. C'est vraiment un enjeu, hein, ce désir d'évoluer,
rester dans la matière, règne animal, hein, ou évoluer vers le spirituel, vers le ciel. Hein. Donc c'est un choix à faire. Mais le 4, il est aussi en lien, ça tu le sais, hein, les 4 points cardinaux, les 4 vents, les 4 phases de la lune, les 4 saisons, les 4 éléments. Donc tu sais que avec le 4, il va se passer quelque chose, tu vois. C'est pas quelque chose de statique non plus, tu vois. Et c'est quelque chose de récurrent. Tu le retrouves chez les cathos avec les 4 vertus cardinales, hein, qui, pour rappel, hein, prudence, tempérance, force, justice. Tempérance, tu vois, il y a un lien avec notre lame aussi. Hein. Après, tu as les 4 éléments alchimiques, le feu, l'air, l'eau, la terre, tu vois. Avec le 4, on est dans quelque chose, une évolution. On va arriver vers quelque part. Hein. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose pour le 4. Non, mais ça m'a l'air très très bien. Il y a une belle vision symbolique autour de ce chiffre, c'est très bien. Et maintenant, on va arriver à notre fameux chiffre que tu attends depuis le début, que tu m'as cité en tout premier, qui est le 14. Voilà. Alors, c'est en fait l'adaptation au changement avec le 14, hein. Mais aussi un équilibre à trouver. Alors, j'arrête pas de t'en parler depuis le début, de l'équilibre, de l'harmonie, mais c'est toi qui es acteur. Tu dois t'adapter au changement qui t'arrive pour trouver ce nouvel équilibre. Évidemment, les choses, il y a aussi des choses à éviter, hein, comme par exemple les pulsions, et j'en passe, quoi. Hein. Mais ce sera à toi vraiment de trouver l'harmonie et l'équilibre, mais la tempérance va t'aider. Et tu vas agir donc avec plus de prudence éventuellement. Hein. Et on peut aussi parler avec le 14 d'auto-initiation. Et tu le sais, hein, si tu décortiques les chiffres, le 14, tu as le 1 et le 4. Le 1, on l'a vu ensemble, c'est vraiment le commencement. Et le 4, on vient d'en parler. Hein. Un peu plus haut, là, quand je te disais avec l'histoire du carrefour, tu vois, le libre arbitre. Grâce à ton libre arbitre, tu vas faire ton choix. Si tu vas évoluer ou si tu vas régresser, changer de stade, tu vois. D'accord. C'est énorme, hein, Mimi. Hein. Vraiment, waouh. Par contre, je savais pas pour la corrélation avec l'initiation. On peut pas tout savoir. Moi aussi, hein, de par cœur, je savais pas tout avant de faire mes recherches non plus. Hein. Non, mais c'est un chemin. Si on choisit quelque chose, peu importe ce que c'est, hein, c'est bien. Enfin, je dis c'est bien, mais certaines personnes n'en ont pas besoin. Mais personnellement, moi, j'en ai besoin et je trouve que c'est important de décortiquer, de chercher, d'aller jusqu'au bout des choses, tu vois. De toute façon, moi, je suis comme ça. J'aime pas les choses à moitié. C'est mon caractère. C'est souvent tout ou rien. Ce qui est pas bien non plus, parce qu'il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Hein. Eh bien, c'est comme ça qu'on conclut cette deuxième partie, ma petite Mimi. Eh oui, Alina. Et je pense que tu nous as concocté une belle musique tout en harmonie dans l'énergie de notre amie la tempérance. Oh oui, tempérons le mouvement. Donc à tout à l'heure pour la troisième partie. Avec grand plaisir, Alina. Avant qu'on ne se laisse, parce que j'ai oublié de le citer, hein, mais on a des enchanteurs qui sont sur le chat. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour venir papoter avec nous si vous nous écoutez là actuellement ce samedi soir pour le voyage au cœur du tarot. Eh oui, ils seront les bienvenus. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Alina et les enchanteurs. Replay,
Ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Radio Antasia, la radio des enchanteurs. Eh bien, on se retrouve pour la 3e partie de cette merveilleuse émission autour donc de la lame numéro 14 qui est la tempérance. Et nous sommes toujours avec Mimi Mireille. Et oui, je suis toujours là. Et tu as bien choisi là, cette musique tout en harmonie en lien avec la tempérance. Oh que oui, il faut tempérer les amis, toujours. Alors, c'est important. Ouais. Alors pour cette 3e partie, qu'est-ce que tu nous concoctes de beau? Alors maintenant, on va voir certains mots que j'ai relevés, comme par exemple le mot femme, parce que notre tempérance, on voit bien que c'est une femme, hein. Donc on va faire un petit peu de vocabulaire, si tu préfères, de quelques mots. D'accord, parfait. Alors, on va commencer par le mot femme. Alors, pendant l'Antiquité, les hommes et les dieux étaient associés au soleil majoritairement, hein, les grands dieux. Il y avait quelques exceptions, mais majoritairement, on va dire, c'était l'astre du jour qui les représentait. Alors que les femmes étaient associées à l'astre de la nuit, à savoir la lune. Elles étaient vraiment considérées comme la reine de la nuit, tu vois. Elles symbolisaient la fécondité, le pouvoir, souvent même des fois redoutable, hein, comme pouvoir, hein. Et les relations, on disait qu'elles avaient une relation privilégiée avec la magie et le monde de l'invisible. Alors on a quelques grandes magiciennes célèbres, hein, de l'Antiquité, telles que Circé, les Sibylles ou les prophétesses, hein, qui étaient vraiment bien présentes à ces périodes-là. Donc je t'ai mis quelques photos dans le plan, je ne sais pas si tu as vu, de personnages féminins. Tout à fait. Circé, Sibylle. Voilà. Alors, après l'Antiquité, il y a eu quelques évolutions, on va avancer dans le temps et on va arriver au Moyen-Âge. Alors là, la femme, elle est plus du tout perçue de la même manière, hein. Et notamment grâce à un livre assez célèbre, hein, le Malleus Maleficarum, hein, autrement dit le marteau des sorcières, hein, sa première édition date de 486. Alors dans ce livre, on peut y lire que la première femme, il y a un défaut de formation parce qu'elle a été faite avec un côté tordu et comme opposé à l'homme, tu vois. Vraiment, les femmes dans ce livre ont tous les défauts, hein. Elle est vraiment perçue comme un vivant imparfait et et à cause de ça, qu'elle est vraiment un vivant imparfait, et elle déçoit toujours, hein. C'est vraiment un côté complètement négatif, hein. Et dans d'autres versions, on peut apprendre que l'homme a été pétri par Dieu dans une grosse motte de terre, mais qu'il ne restait plus assez de matière au moment de faire la femme. Et l'opération a réussi moins bien. Et certains trouvent que c'est ce qui justifie en fin de compte le côté imperfection de toutes les femmes, hein, au final, hein. Toujours dans le Malleus Maleficarum, hein, de 1486, on découvre que la femme est pourvue de plus grands défauts, hein. Alors elle, il n'y a pas... Les hommes n'en ont pas, hein, c'est que les femmes, hein. Comme d'habitude, hein. Oui, oui, hein. Et les grands défauts, ils sont pas des moindres, hein. Ce serait la cruauté, la cupidité, l'arrogance, le mensonge, la paresse, la dissimulation, l'impudeur, la frivolité, l'esprit de vengeance, l'inconstance. Elle a vraiment tous les défauts, hein.
Et il y aurait même un dicton qui dit « Femme, lune et vent changeant souvent ». Ah, donc elle est lunatique. Voilà. Donc c'est vraiment le côté, mais alors les plus négatifs de la femme. Et ben tu vois, ça nous vient du Moyen Âge. Alors je ne sais pas si tu as lu ce fameux livre, hein, si tu l'as toi-même à la maison. Alors de quel le Malleus? Oui, le Malleus Maleficum. Hein. Non, je ne l'ai pas. Mais par contre, j'ai fait des recherches pas mal sur le BNF, autour des comment on appelle ça? Des procès. Mais je ne le possède pas encore, le Malleus. Tu l'as, toi? Alors, oui, je l'ai lu il y a plusieurs années et j'en étais malade et complètement retournée quand je l'ai lu. À l'époque, je l'avais pas. Hein, je l'avais emprunté à la bibliothèque. Hein, et par la suite, j'ai fait l'acquisition de ce livre, donc qui a été écrit en plus par des dominicains, donc des personnes de la religion, hein, Heinrich Kramer et Jacob Sprenger, hein, c'était des Alsaciens. Hein. Enfin, ils étaient du coin de Sélestat, mais le livre a été publié à Strasbourg, en Alsace. Il me semble qu'à l'époque, ça devait plus être français, ça devait être allemand. Mais bon, peu importe, la partie historique, géographique. Et ce livre, je l'ai. Je compte le relire. Je ne sais pas si ce sera pour cette année ou l'année prochaine, mais il est vraiment horrible. Mais je pense que il faut quand même l'avoir lu au moins une fois dans sa vie pour vraiment comprendre tout ce qui s'est passé, cette période vraiment très sombre. Alors c'est vrai que moi c'était un projet de l'acheter, mais sachant ce qu'il y a dedans, ça me perturbe à l'avance. Donc en plus tu me le dis là ce soir en expliquant qu'il y a quand même des choses affreuses, qui est légitime, hein, vu tout ce qui s'est passé après. Il peut y avoir que des choses affreuses à l'intérieur. Mais c'est vrai que je pense que si on n'est pas prêt à lire des insanités pareilles, ça peut être un petit peu violent, quoi. Non? Disons voir que c'est pas cru, c'est pas que franchement que le côté violent. Pour ma part, quand j'ai lu ce que j'ai vu, j'ai imaginé concrètement ce qui s'est passé, tu vois, au moment de la lecture. Et c'est le fait d'avoir imaginé qui a fait que j'étais complètement retournée, tu vois. Eh bien, en plus, dans notre milieu, on est très dans la visualisation. Donc, quand on lit, on rentre dedans, quoi. Donc, voilà. Âme sensible, attendez un petit peu. Oui, il faut pas le lire trop tôt non plus, hein, selon le caractère qu'on a aussi. Moi, je l'ai lu assez tardivement. Hein. Je sais plus, 30 ou 40 ans j'avais quand je l'ai lu. Peut-être 35 ou 35-40 ans, je sais plus. Faut pas le lire trop jeune, hein. Ça c'est déjà sûr, d'autant plus si on est quelqu'un de sensible, quoi. Alors on va continuer maintenant avec les ailes, hein. Alors les ailes, ça représente le vol, ça représente aussi la liberté, mais il y a un lien avec le côté céleste et la légèreté aussi. Alors dans de nombreuses traditions, hein, que ce soit chez les chamans, les grands mystiques chrétiens, les soufis ou même dans les contes, hein, on ne choisit pas ses ailes. Il faut les acquérir. Et la manière de les acquérir, tu as l'éducation et l'initiation. Mais après un long chemin, ça vient pas tout de suite, hein. Il faut vraiment travailler pour les avoir. Et notre tempérance, les ailes nous rappellent que on est sur ce long chemin, ce chemin de l'éducation, tu vois, pour accéder à autre chose. Hein. Et elle nous calme, elle nous tempère, elle nous met en harmonie pour nous guider sur ce chemin et avancer jusqu'à notre but, tu vois.
Oui, je vois. Alors, il y a certains personnages célèbres, on va dire dans la mythologie, qui avaient des ailes, et ces personnages ailés étaient souvent des messagers des dieux, malgré qu'ils avaient d'autres casquettes aussi, on va dire. Et dans ce cas-là, tu as Hermès. Je pense que tu vois qui c'est, Hermès. Bah oui. Oui. Et si tu vas avoir côté, on va dire, plus universel, parce que c'est vraiment présent dans presque toutes les religions et les mythologies, tu as les anges, ces personnages ailés qui sont là pour faire un lien, leur rôle de messager, tu vois. Pour les taoïstes, les ailes, ça représente la légèreté qui sont le propre de l'immortalité. Alors les seuls qui peuvent atteindre l'île immortelle, sont ceux qui ont des ailes pour y aller. Alors tu as aussi les chrétiens qui parlent de mouvements aériens légers que tu mets en lien avec le côté esprit. T'as un mot grec qui le définit bien, c'est le pneuma. Et tu vois aussi tout ce symbole qui est en lien avec l'esprit, tu vois. Et dans la Bible, ils ont choisi même un animal par excellence pour symboliser cet Esprit Saint et ce côté comment que je vais te dire ça, messager, tu vois, Dieu homme, et tu as la colombe, tu vois, et tu le retrouves qui symbolise donc l'Esprit Saint. Et puis tu as un exemple dans le psaume 54 verset 7 qui ne donnera des ailes de colombe, je volerai et je me reposerai. Donc tu vois bien qu'il y a autrement dit, posséder des ailes, c'est quitter la terre pour accéder au céleste, tu vois. Donc, quelque part, tu as ce chemin initiatique vers quelque chose de plus spirituel, on va dire, pour rester dans un terme au sens large et pas rester dans le côté chrétien. Je vois. Que c'est passionnant, ma petite Mimi. Merci. Et on va encore parler d'un mot, c'est le mot fleur, tu vois, cette petite fleur rouge qui attire l'œil dans les cheveux de notre tempérance, de Notre-Dame. Alors depuis 1960, c'est récent, donc bien après le tarot, la fleur est le symbole de la paix et de l'amour. Avant cela, pendant des siècles, on offrait des fleurs pour se faire pardonner. Mais quand il y a eu, tu sais, cette génération hippie dans les années 60, qu'on a nommée Peace and Love, on a choisi la fleur comme emblème vraiment de la paix et de l'amour, et elle devient vraiment un emblème de protestation, de non-violence qu'on a vu même un peu avant les années 60, mais déjà en 55, notamment à la période de la guerre du Vietnam, où on a jeté des pétales de fleurs aux armes des soldats pour montrer qu'ils étaient contre la guerre du Vietnam en ce temps-là. Alors en France, la fleur, elle symbolise aussi le deuil. Quand tu es tourné vers le deuil, inconsciemment, tu as un lien avec un autre monde. Et inconsciemment, je sais pas toi si c'est pareil, mais cet autre monde, tu le vois lumineux, tu le vois plus dans les cieux que sous terre. Et c'est pour ça que on a les chrysanthèmes, fleurs du souvenir et de la solidarité qu'on met sur les tombes. Et on a aussi le bleuet que l'on... là j'ai cafouillé. Excusez-moi, je vais revenir en arrière. La chrysanthème, c'est le symbole du deuil, et le
le bleuet, c'est un symbole de souvenir, solidarité, mais en lien avec l'hommage aux anciens combattants. Tu sais, les victimes, et par extension, tu as les victimes de guerre, les veuves et les orphelins. Et tu le remarques souvent, chaque 11 novembre, on vend des bleuets, même des broches que l'on peut mettre sur notre habit, hein. Le 8 mai aussi, hein. C'est vraiment pour se souvenir de ces personnes qui ont combattu et qui sont morts en combattant. Après, tu as le lys aussi, symbole de royauté par excellence. Là, je ne t'apprends rien, hein, Alina. Et je vais m'arrêter là avec les fleurs parce que je ne sais pas ce que c'est exactement cette fleur rouge de notre amie la tempérance, mais il est peut-être un coquelicot. Bah, j'avais pensé à la même chose aussi, un coquelicot. Alors le coquelicot, c'est la fleur de la consolation. Alors je sais pas, consolation, consoler de quoi pour notre amie la tempérance, mais en fait chaque fleur détermine un autre message. Hein. Oui, il y a le langage des fleurs effectivement qui existe. Oui. Alors on va continuer maintenant avec l'hébreu. Alors je pense que tu as fait le lien là, hein. Donc la tempérance correspond à la lame 14 qui correspond à la 14e lettre hébraïque qui s'appelle le Nun. Alors tu peux la retrouver hein, dans le tableau hein, que j'ai mis sur le plan. Alors le Num, ça s'écrit N-U-M. Hein. En grec c'est le Nu et en français c'est le N. Hein. Et sa valeur numérique, alors là ça change. Au début, tu te souviens, on avait de 1 jusqu'à 10. Et là maintenant, on a commencé à changer. On augmente par dizaines pour le moment. Et la valeur numérique du Nun, c'est le 50. Alors Nun, ça correspond au poisson, mais pas n'importe quel poisson. C'est, tu sais, les poissons comme les anguilles. On peut dire que c'est une sorte de serpent qui sort de l'eau, en fin de compte, le Nun. Hein. Et selon les kabbalistes, le Nun a une signification cachée, car elle symbolise aussi le mystère. En fait, c'est le Nun éclaire le mystère dans le monde. Tu vois, c'est joli, hein, c'est poétique. C'est la lumière de la conscience qui émerge des profondeurs. Et en fin de compte, c'est ce qui va se passer avec notre tempérance. Elle est sur son chemin initiatique et il va émerger cette lumière qui vient de ses profondeurs à elle pour transformer en autre chose, tu vois. Alors on va continuer. Le signe astrologique qui est attribué à cette lettre est le Scorpion. L'élément, tu t'en douteras forcément, c'est l'eau, hein. Et l'animal, c'est poisson, serpent, anguille, tu vois, tout ce qui se déplace de cette manière-là. Et la couleur en lien, malgré qu'elle n'est pas présente sur la lame, c'est le vert émeraude. Et en fin de compte, la signification, ça veut dire plonger en soi, la transformation, le grand œuvre. Autrement dit, tu fais une introspection, tu retournes en toi, et le fait de faire ce chemin, d'aller en toi, fait que tu vas te transformer. C'est ton grand œuvre, c'est le grand œuvre de ta vie, c'est ton chemin de vie, quoi, au final. Hein. Alors, je vais revenir un petit peu sur le 50. 50 comme les 50 portes de l'intelligence pour les kabbalistes. Alors, je sais pas si tu as déjà un petit peu étudié la Kabbale. Alors, jamais. Jamais. Alors, il y a de la gématrie, il y a différentes choses au niveau de la Kabbale. Et en fait, cette 50e, il y a 50 portes. Et avec le Nun, on arrive à la dernière porte
qui nous mène à Dieu. Autrement dit, tu es sur le chemin, ton chemin initiatique, et tu vas toucher au but, quoi. Et si tu décortiques 50, tu as 5 et 0. Le 5, c'est associé au pentagramme, le fameux homme debout, conscient et initié. Donc tu as aussi l'allusion à la profondeur, mais c'est une allégorie de la profondeur, parce que c'est la profondeur de l'être, ou tu sais, tout ce qui est en lien avec le psychisme de l'homme. Alors avant, je te disais que l'élément associé, c'était l'eau, et l'eau, quoi de plus logique, tu vois, parce que l'eau représente l'inconscient. Donc c'est l'inconscient qui est en toi qui te permet il faut aller à la recherche de cet inconscient pour te transformer, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, donc tout est assez subtil au niveau de l'inconscient, quoi. Ah oui. Après, tu as la lune, donc c'est l'inconnu, ça tu le sais, je t'apprends rien en parlant de la face cachée de la lune, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Après, tu as la femme, elle est présente sur notre lame. C'est la spontanéité de la vie, c'est les mystères de l'existence, tu vois. On peut aussi parler de liens de génération, tu vois, en génération, de la fécondité. En fait, tu vas à la recherche de ce qui est caché, en fin de compte, et tu y vas inlassablement, comme l'anguille, comme le serpent, tu sais. En fin de compte, c'est pas un chemin droit. Tu te déplaces comme le serpent ou l'anguille. Tu vas une fois d'un côté, tu vas de l'autre. C'est tout en ondulation, tu vois. Et tu vas à la recherche de ce qui est caché en toi. Il y a toujours un lien avec le fait de se connaître, de se comprendre et d'évoluer là-dessus, quoi, je trouve. Ah oui, c'est important. Surtout la deuxième partie du tarot. Là, tu es vraiment avec le battleur, tu étais dans ton chemin, dans la matière. Une fois que t'as passé toute la matière, qu'on a commencé le 10, le 11, tu vois, les lames, ou les arcanes plutôt, et là, tu arrives dans ton deuxième chemin de vie, tout ce qui est en lien avec l'initiation, le spirituel, tu vois. Alors le Noun, c'est aussi la connaissance originelle, tu vois, qui a été oubliée et qui revient sous forme d'intuition, par exemple, tu vois. Quand tu as l'intuition de quelque chose, mais que tu sais pas d'où ça vient, c'est quelque chose qui vient du profond de toi, qui t'aide. Et en fait, cette intuition, elle est importante, il faut la développer et ça va te permettre d'oser aussi, de plonger en toi. Une fois que tu te l'es appropriée, cette intuition, tu peux aller voir plus loin ce qui se passe et cela va agir en toi comme une ouverture de ta conscience et ça va te permettre la transformation. Alors je te disais le vert émeraude pour ce 50, ce Noun. En fait, ce vert émeraude, je sais pas ce que tu en penses, mais inconsciemment, on pense souvent à la table d'émeraude, tu sais, d'Hermès Trismégiste. Je sais pas si tu as fait ce lien avant quand je t'ai parlé du vert émeraude. Non, pas du tout. Non, je pense à l'émeraude, mais pas forcément à Trismégiste, oui. D'accord. Moi, c'est le lien que j'ai fait. On a tous d'autres références. Moi, je pense à la pierre, en fait. Oui, parce que je te parle souvent de pierre, c'est pour ça. Oui, ça y est, je commence à rentrer dedans, là, je peux te dire. Oui. Alors, le Noun nous informe aussi qu'on est prêt à reconnaître le moment de notre libération. Autrement dit, qu'on est prêt, qu'on va reconnaître le moment où on sera prêt pour passer de l'obscurité à la lumière, tu vois, sur ce chemin. Il va nous aider à franchir ce cap. Et l'énergie du Noun, c'est vraiment
le changement, mais il va bousculer un petit peu, hein, il va bousculer tes illusions, hein, et c'est le moment vraiment de puiser au fond de toi ta force vitale qui te trouble pour trouver qui va être en fin de compte libératrice pour toi, tu vois. En conclusion, on peut dire que notre Noun, c'est en lien avec la sérénité, l'adaptation, la régénération, le changement, l'apprentissage de la patience, d'où le fait qu'on parle de tempérance avec notre lame. Et là maintenant, Alina, tu pourras nous parler du Scorpion, comme j'en ai parlé un petit peu avant, hein, de fameux signes astrologiques, ainsi que de l'influence Mercure-Lune, s'il te plaît. Pas de problème, donc c'est parti. Alors concernant le placement Scorpion avec une influence Lune en Mercure, donc avant que je vous parle de cette position, je voulais un petit peu faire un petit rappel sur ce qu'est le Scorpion au niveau mythologique, parce que le Scorpion est souvent associé en fin de compte à des idées de pouvoir, de protection, de transformation, de passion et même de guérison. Et généralement, eh bien, ces attributs résonnent en ce sens. Et donc, c'est un signe astrologique généralement assez intense, émotionnellement. Vraiment, le terme de transformation est à son apogée avec le Scorpion, hein. Petite subtilité supplémentaire, je ne sais pas si vous le saviez, mais dans la mythologie très ancienne, eh bien, la balance et le scorpion étaient liés. La balance était même la patte droite du scorpion. Donc, merci à mon professeur d'astrologie qui m'a transmis l'information il y a quelques temps maintenant. J'en parle à tout le monde autour de moi à chaque fois. Donc, voilà, c'est vraiment assez particulier parce qu'on se dit, avant que toute l'astrologie qu'on connaît n'existe et qu'avant tous les signes ne se mettent en place dans l'astrologie, eh bien, effectivement, le Scorpion et la Balance étaient ensemble. Ils étaient donc en pleine fusion. Et ils ont dû donc couper cette patte droite donc du Scorpion pour créer la Balance. Alors, il y a eu plein d'autres subtilités autour de ça, bien sûr. Mais voilà, rien que pour vous dire que la Balance et le Scorpion, il y a un lien assez fort qui existe entre ces deux signes. Et ça, c'est vachement beau, je trouve. Étant moi-même Balance, ascendant Sagittaire, je peux vous dire que les Scorpions, je les aime en fait. Et je ne savais pas pourquoi jusqu'à présent. Et voilà, donc c'est un petit aparté au passage. Mais vous voyez, comme quoi, quand vous ressentez des choses, il ne faut pas les chercher bien loin parfois. Des fois, ça se fait parce qu'au niveau astrologique, au niveau mythologique, il y a quelque chose qui se met en place, il y a un sens qui s'opère. Donc, au niveau du Scorpion, ce qu'il y a de beau, en fait, c'est que c'est souvent pour les ascendants Scorpions notamment, ils ont une particularité qui s'opère quand ils sont bien inspectés dans le thème. L'ascendant Scorpion est vraiment quelqu'un qui non seulement connaît les côtés ombres de l'être, mais surtout il arrive à cheminer entre le côté ombre de l'être et le côté lumineux. C'est à ça en fait qu'on reconnaît un Scorpion qui est bien inspecté d'un Scorpion moins bien inspecté, ou suivant son thème, bien sûr, s'il y a des positions planétaires qui sont compliquées à vivre, ça complique la donne. Voilà, ça complique la donne, mais en même temps, eh bien, c'est un super challenge. Je connais quelques Scorpions notamment qui se sentent mal avec certaines positions de leur planète et pour qui c'est compliqué de vivre au quotidien cette sombrerie qu'ils ressentent de la part des gens, en fin de compte, autour d'eux, mais aussi à l'intérieur d'eux-mêmes, et parce qu'en fait, on vit des choses très particulières quand on a beaucoup de Scorpions dans notre thème. On ressent des choses sombres et on perçoit la sombrerie des autres aussi. Ce qui est particulier avec cette influence de la Lune en Mercure pour un Scorpion, c'est qu'il va aller au-delà de tout ça. Il va pouvoir se dépasser. Bien évidemment, comme on le sait, Mercure, c'est quand même une planète magnifique, mais avec beaucoup de challenges notamment. Et généralement, quand on a une lune en Mercure, eh bien, on a une intense sensibilité. Voilà, une sensibilité. Alors déjà, le Scorpion est quelqu'un de sensible de base, mais alors rajouter
Mercure en Lune en Mercure, pardon, eh bien, permet en fin de compte d'avoir une plus forte émotionnalité, une plus forte sensibilité, mais en plus, il peut filtrer. Il permet de filtrer au niveau de sa communication avec les différentes personnes qui l'entourent. Donc, il arrive à traiter des informations dans ses pensées, et c'est en ça que je trouve hyper, challengeant et passionnant. Si vous avez vraiment une Lune en Mercure et que vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion, je peux vous dire que vous dépotez Vous dépotez parce que vous ressentez énormément d'influence, que ce soit positive ou négative d'ailleurs, au passage. Donc vous ressentez énormément de choses et ça, je trouve ça magnifique. Donc comme on le sait, en fait, le Scorpion est régi par généralement 2 planètes phares qui sont Pluton et Mars. Donc imaginez l'intensité de l'archétype donc du Scorpion quand on pense à Mars et quand on pense à Pluton qui est quand même aussi une planète assez intense, même je crois que c'est même l'une des plus intenses qui soit. Quand Pluton arrive, je peux vous dire que ça fait des ravages, mais des ravages pour une transformation. Donc d'ailleurs, je pense à un très cher ami Roxane au passage, qui elle aussi est une grande fan d'astrologie. Tu me diras si le ressenti que j'en ai pour ma part est plutôt positif. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand j'ai appris à un petit peu interpréter, décortiquer ces positions-là. Alors, pourquoi la tempérance en lien avec le Scorpion et l'influence donc de la Lune en Mercure? Mais parce qu'en fin de compte, il faut apprendre à vivre avec toutes ces phases-là dans notre thème et savoir tempérer, savoir gérer ses émotions, gérer son intellect est, à mon sens, hyper primordial. Gérer l'information que l'on vit au quotidien est primordial. Gérer son intellect et sa manière de communiquer avec les autres est primordial. Donc je ne suis pas surprise, encore une fois, de voir la position, en fin de compte, de cette lame, numéro 14, autour justement du Scorpion et surtout autour de l'influence donc de Mercure avec la Lune. Voilà ce que j'en ai à dire. Encore une fois, je ne fais que survoler parce que il y a beaucoup de choses à expliquer et suivant la manière dont votre thème est aspecté, tout ne se produira pas de la même manière. Il y en a certains qui vivront forcément des émotions ou même un instinct plus intense que d'autres et prendre conscience de sa position, de ses positions planétaires dans son thème est hyper importante. J'ai appris récemment, et là je vous donne un petit tips ce soir dans cette émission, j'ai appris récemment grâce à mon merveilleux professeur en astrologie, que je remercie au passage. S'il écoute l'émission, il se reconnaîtra. On a échangé pas mal sur un thème, notamment sur mon thème, et il m'expliquait un truc de fou. Il m'expliquait qu'il existait en fait alors c'est pas digression, c'est des évolutions dans notre thème. En fait, vous avez un thème de base, de naissance qui existe, mais il y a un site qui existe où vous pouvez justement voir où en est l'évolution de votre thème. En fait, on évolue au fil du temps, et la position de nos planètes ne sont pas forcément les mêmes en fonction de notre âge. Donc ça, faut le savoir. C'est pas parce que vous avez un placement dans votre naissance qui est de telle manière que aujourd'hui, en 2024, eh bien, cette même planète sera au même endroit. Voyez? Donc ça aussi, il faut vraiment le percevoir. Et si jamais vous êtes intéressé, contactez-moi. Je vous donnerai le lien, notamment. Donc de ce type de site où vous pouvez justement calculer votre thème à l'heure actuelle et savoir en fin de compte si certaines planètes ont évolué au fil de votre vie. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais rester bloqué sur un thème de naissance et toujours voir en fin de compte son évolution s'opérer au fil du temps. Et moi je me suis aperçue, moi je suis Balance ascendant Sagittaire de naissance, et je me suis aperçue là en 2024 que depuis quelques années, je crois que ça fait à peu près 2-3 ans, je suis devenue vraiment Sagittaire, ascendant Sagittaire. Donc j'ai une puissance en Sagittaire qui s'est mise en place et je l'ai vraiment ressenti au fil du temps parce que je ressens vraiment le feu qui jaillit à l'intérieur de moi, quoi. C'est un truc de fou. Plus le temps passe, plus le feu est présent dans ma manière d'aborder les choses. Je suis passionnée encore plus qu'avant et je ressens vraiment ça au fond de moi.
Alors au départ, sans connaître l'évolution de notre thème, j'étais persuadée en fait que c'était parce qu'en fin de compte, plus je vieillissais, plus c'était mon ascendant qui prenait de l'ascendant sur ma personnalité. Mais en fait, en découvrant justement le thème évolutif, eh bien, je me suis aperçue que là actuellement, au moment où je vous parle, depuis 2-3 ans, donc c'est marrant, depuis l'arrivée de Witches Radio et là, en fin de compte, l'arrêt de Witches Radio et l'arrivée d'Antasia, je me suis aperçue que j'étais une vraie Sagittaire en fait. Et ça va durer pendant une bonne dizaine d'années, en tout cas pour mon thème. Au niveau de ma personnalité, ça va durer une bonne dizaine d'années où je vais être une pure Sagittaire dans mon cœur et dans mon âme. Et donc, je trouve ça magnifique. Voilà, donc je digresse un petit peu, quoique pas forcément, mais ça peut vous apporter des clés supplémentaires, notamment par rapport à cette émission de ce soir, si jamais vraiment l'astrologie vous intéresse et vous fait kiffer. Voilà pour ma petite subtilité. Et pour conclure, je dirais que les scorpions, je vous kiffe déjà, mais vous êtes persévérants, vous êtes passionnés, vous avez une grande force intérieure. Je ne sais pas si tous les scorpions s'en rendent compte, et je crois que c'est aussi ça qui me plaît en fait. Et souvent vous êtes introvertis, vous êtes réservé, et c'est pas parce que vous êtes introverti et réservé qu'il ne se passe rien à l'intérieur. Au contraire, il se passe énormément de choses à l'intérieur de vous, et rien d'en parler, je frissonne. Et je trouve ça tellement beau. Il y a une force énorme qui émane de vous, vraiment. Et si vous arrivez à tempérer, c'est le mot pour ce soir, si vous arrivez à tempérer cette émotivité, tout ce que vous ressentez, toutes ces portes qui s'ouvrent à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel, eh bien, je vous jure, vous allez pouvoir vivre une vie de dingue, une vie magnifique, avec plein de choses superbes qui peuvent vous rentrer dans vos vies. Voilà pour mon petit retour, et je vous laisse pour la suite de l'émission parce que j'ai quand même pas mal parlé. Désolée, j'ai pas pu vous dire plus de choses sur la mythologie, mais si jamais vous êtes intéressé, contactez-moi et je vous donnerai quelques petits tips, et notamment la fameuse mythologie autour de la mythologie d'Orion, notamment de Zeus, d'Artémis, de Diane. Voilà, cherchez les mots-clés et regardez s'il y a une corrélation dans votre manière d'aborder les dieux et les déesses dans votre vie de magicien et d'enchanteur. Parce que je perçois aussi peut-être, c'est peut-être inconscient, mais que si vous vous attelez autant, si vous êtes autant passionné peut-être par Artémis, par Zeus, tout ça, il y a peut-être un lien avec votre signe. Voilà. Donc le mot-clé, la tempérance. Je vous laisse pour la suite de l'émission. Et donc voilà ma petite Mimi pour ma petite partie dite astrologique sur cette position. D'ailleurs en parlant de position, j'aime beaucoup les scorpions, ascendant scorpion, je suis entourée de scorpions. Je sais pas si c'est ton cas. Pas trop. Non. Non. Pourtant on a des scorpions autour de nous, tu ne le sais pas, mais. Oui. Il y a un enchanteur avec qui j'échange régulièrement, que je sais qui est scorpion, mais mis à part lui, je n'ai pas d'autres personnes. On a Demoiselle Maggie de Demoiselle Étrange qui est scorpion. D'ailleurs, d'accord. C'est pour ça que ça s'appelle l'Observatoire en scorpion. Mm-hmm. Voilà, par exemple. Alors avec elle, je n'ai jamais échangé, on va dire en off, mais c'est vrai que ces émissions sont très intéressantes. Je confirme. Donc c'est comme ça qu'on termine la troisième partie de cette merveilleuse émission, ma petite Mimi. Oui, c'est tout à fait ça, Alina. Et tu vas nous concocter encore une belle musique, tout en tempérance et en harmonie, je pense, pour cette pause musicale. Tout à fait, ma petite Mimi. Donc on se retrouve dans quelques minutes après la suite. Enfin, pas après la suite. Après la musique pour la dernière partie de l'émission. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Alina. Chaque nuit, entre 20h et minuit, Antasia se plonge dans l'univers magique des sorcières. Radio Antasia, la radio des enchanteurs. Eh bien, on se retrouve pour la dernière partie de cette merveilleuse émission autour donc de la lame numéro 14, qui est la lame de la tempérance. Et là, notre très chère Mimi va nous ouvrir les portes du décortiquage. C'est l'un de mes passages préférés également de cette émission, je trouve. Ah, c'est le message qui t'intéresse le plus. Ouais, j'aime bien tout ce que tu y mets. Alors, à ton avis, quel va être le message avec tout ce que je t'ai dit,
Quel va être le message de notre ami la tempérance? Savoir trouver l'équilibre, hein. Je pense. Il y a une sorte, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de corrélation avec la lame de la justice un petit peu. Ou c'est dans ma tête? Alors équilibre, oui, un petit peu quand même, mais c'est quand même, c'est vraiment la lame de la protection, mais surtout de la circulation par excellence. Tu le vois bien avec ces deux vases qu'elle a dans la main, et en fait, ça symbolise quelque part les émotions, oui. La vie, tu vois. Et voire même la guérison, ça circule, ça stagne pas en toi, ça pour se transformer quelque part, tu vois. Je vois. Oui, en fin de compte, c'est une circulation énergétique, Oui. flux en fait. Et avec ses ailes, on peut dire que quelque part, c'est un ange gardien, notre tempérance. Hein. J'avais aussi une autre image, un petit peu comme le chiffre de l'infini, le 8, où justement cette énergie circule indéfiniment. Oui, indéfiniment, ça c'est sûr. En plus, on voit pas le début ni la fin. Inconsciemment, on pourrait dire que ça débute dans la bleue parce qu'elle est plus haute que la cruche rouge, tu vois. Mais on sait pas, elle pourrait inverser ses bras aussi de temps en temps, tu vois, on sait pas trop. Et ce que je t'expliquais avant le mouvement de l'anguille ou du serpent, eh ben, on le retrouve dans ce fluide qui passe d'une cruche à l'autre. Je sais pas si tu as remarqué. Effectivement, ouais, exact. Et ça montre bien que c'est pas en ligne droite, tu vois, et que notre ange gardien, il est là, il nous apprend certaines choses, et selon comment on va avancer, évoluer, il y aura soit un lien avec le matériel qu'on a peut-être du mal à quitter, mais il y a aussi le spirituel qui est plus présent. On peut aussi parler d'amis fidèles avec notre tempérance, hein, mais d'un conseiller. Et ce conseiller, il nous conseille la patience, tu vois. On peut dire que c'est aussi une période de développement, hein, de test pour nous. Hein. Il est vraiment important de visualiser aussi nos travaux à réaliser. Je sais pas si tu es comme ça quand tu veux faire quelque chose de nouveau et que tu sais pas comment t'y prendre. Tu visualises la chose dans ta tête, mais moi je suis comme ça. Hein. Je visualise une façon de faire et après je me dis mais si là je change, ça va me donner quoi? Si je vais plus dans cette direction ou si je vais plus dans l'autre direction là-bas, ça peut aboutir de cette façon-là. Je sais pas si tu es aussi comme ça. Ça dépend en fait. Ça dépend de quoi je dois me former. Après, je suis très visuelle comme fille, donc j'ai besoin de voir en fait, de faire, de voir. Donc, je pense que je suis plutôt du genre à vouloir voir toutes les méthodologies en fait pour assimiler. Donc ouais. Oui, donc on est, on va dire, un petit peu pareil de ce côté-là, quoi. Et tu vois, il est important de garder à ton esprit que se concentrer sur l'équilibre de l'émotion et du physique, tu vois, parce que ça va être tes alliés pour la réussite. Faudra pas être que dans l'émotionnel ou que dans le physique dans ce que tu vas faire, tu vois. Faut trouver une harmonie, tu vois, et la tempérance est là pour te le rappeler, tu vois. Alors, en quelques mots, la tempérance, on peut dire aussi que elle est une sorte de catalyseur. Elle te discipline, tu vois, dans le chemin que tu vas prendre. Elle va t'aider à t'adapter. La discrétion, peut-être. Au début, tu vas peut-être pas le crier sur tous les toits, ce changement, ou cette création, ou tu vois, elle va te conseiller aussi la prudence, les compromis. Tu vois, elle sera vraiment là pour te guider, te conseiller, tu vois. Et pour certains, cette lame est toujours positive. Par contre, quand je te disais avant la lame, si elle est droite ou renversée, tu vois,
Le change, mais avec la tempérance, pour certains, qu'elle soit droite ou renversée, elle sera toujours très positive, tu vois. Alors, pour s'approprier la tempérance, tu peux, par exemple, créer quelque chose par toi-même, tu vois. Ou alors, si tu veux quelque chose d'immatériel, tu vas pas être dans la création, tu vas peut-être être plus gentil que à l'habitude pendant toute une journée, tu vois, ou être plus diplomate. Ça peut arriver peut-être dans ton travail. Je sais pas si tu vois du public actuellement. Ah bah oui, beaucoup. C'est d'ailleurs Ouais. l'essentiel de mon travail, le public. Oui, et des fois, le public, il comprend peut-être pas tout ce que tu lui racontes et tu peux peut-être perdre patience dans certains cas. Il est dit que si on veut que tout se passe bien en grande majeure partie du temps, que ce soit au téléphone ou en guichet, il y a une manière de parler aux gens, il y a une manière de poser sa voix, toujours avoir le sourire même au téléphone. Donc effectivement, la tempérance fait partie du symbolisme phare des choses. Il faut tempérer, toujours être dans la tempérance. Et oui, complètement. Et puis encore, ce que je vous dis toujours, vous pouvez mettre l'arcane de la tempérance sur votre table de nuit ou sous votre oreiller pour vous l'approprier un petit peu plus aussi. D'ailleurs, je l'ai fait pour l'une Oui. des lames. Et c'est vrai qu'à force de la regarder, qu'elle est constamment sous nos yeux, on sent une certaine énergie ambiante en fait. C'est très bizarre. Oui, il y a quelque chose qui se passe qu'on n'explique pas. Donc à tester les amis si vous vous sentez proche de cette lame. Mais pas que cette lame, il faudrait le faire, à mon sens, avec toutes les lames au moment où on les étudie. Tu vois ? Oui, d'accord. Pour vraiment s'approprier les lames, pour après, quand tu auras un tirage à interpréter, tu vois, que tu sois vraiment en harmonie, en lien avec chaque lame, tu vois. Oui, je comprends. Oui, c'est normal en fin de compte. Oui. Alors on peut passer à la lithothérapie si tu veux. Oui, c'est parti les amis, lithothérapie. Alors on va commencer avec la topaze impériale. Alors personnellement, je ne la connaissais pas, cette pierre. Moi personnellement, elle me fait penser à de l'ambre quand je l'ai trouvée en photo. Je sais pas si tu la connaissais toi. Et je sais que tu vas me dire non maintenant quand j'ai fini ma phrase. Alors en fait, je la connaissais la topaze de nom. En fait, je connais beaucoup de pierres Oui. au niveau du nom, mais je les utilise pas. Donc, Oui. Mais je sais pas trop non plus à quoi ça ressemble particulièrement. Et effectivement, avec ta photo, on se rend un peu plus compte. Marron clair. Alors je sais pas si elle te parle cette pierre. Non. Non. Alors contre, on va j'aime bien s'arrêter celle là. Hein. Non. Par contre, j'aime bien celle d'après. Mais Ah oui, mais une chose après l'autre. Hein. Une chose après l'autre. Alors la couleur de cette pierre, en fait, elle redonne de l'espoir et elle favorise l'optimisme. Et moi, je ressens ça aussi quand je mets mon ambre, malgré que l'ambre n'est pas une pierre, mais comme elle a les mêmes couleurs que cette topaze. Hein, alors il y en a une qui est transparente dans les jaunes et une autre qui est un peu plus opaque. On va dire un peu de couleur roux, caramel clair, comme ça, comme peut l'être l'ambre dans la couleur. Hein. Alors il existe aussi des tons plus rosés, hein, et en fait cette pierre, elle va aider à libérer les schémas psychoprotecteurs négatifs, tu vois, et le mal-être intérieur. Quand tu as quelque chose qui va pas en toi et que tu as pas les mots pour le nommer, pour comprendre ce qui va pas, cette pierre, si tu la portes, alors peut-être selon ce que tu as comme pierre autour du cou, en bracelet ou sous ton oreiller ou sous la table de nuit ou dans ta poche, peu importe, elle va t'aider à libérer les choses qui sont pas bonnes, qui sont en toi, mais que tu sais pas verbaliser, tu vois. Après, elle peut soulager au niveau physique aussi, si tu as des problèmes gastriques. Alors là, il suffit de poser ta pierre sur le plexus solaire. Hein.
Et si tu la mets vraiment sous l'oreiller régulièrement, elle peut t'aider à rentrer en contact avec les plans divins selon tes croyances, tu vois. Donc malgré que tu la trouves peut-être pas très jolie, elle a quand même des avantages, cette pierre. Hein. Et apparemment, comme je t'ai entendu réagir, ça t'a parlé, hein, l'histoire du mal-être intérieur. Oui. Et en fait, je me rends compte aussi que la couleur que tu mets peut-être aussi en avant dans tes illustrations, dans ton plan. D'ailleurs, en parlant de plan, vous savez que Mimi a fait un plan à chaque fois. Hein, donc, si vous êtes intéressé, faut pas hésiter à la contacter. En fait, je me rends compte que si effectivement il existe au niveau de cette pierre différents coloris, parce qu'il y a ça aussi en fait, hein, la forme, les coloris qui peuvent aussi ne pas nous happer, tu vois, sur le moment quand on les voit. De toute façon, personnellement, moi, une pierre, je ne l'achèterai jamais sur Internet. Je me déplacerai en boutique parce que je trouve que la pierre, elle me choisit. Et pour qu'elle me choisisse, il faut que je sois face à elle. Donc il y aura certaines pierres qui vont m'attirer et d'autres pas. Même si maintenant on a parlé là ensemble de la topaze impériale. Si j'ai plusieurs topazes impériales devant moi, certaines parce que c'est pas une couleur fixe, tu vois. Il y a déjà sur la photo, t'as 2 tons différents, t'as 2 formes différentes, t'as 2 tailles différentes. Chaque pierre quelque part va être complètement unique et au final, il y a une pierre qui va te happer, qui va t'attirer et pas l'autre, même si elle porte le même nom, tu vois. C'est pour ça que moi personnellement, je pourrais pas acheter une pierre sans l'avoir, tu vois. Ah ouais, je comprends. T'as besoin vraiment d'avoir ce lien physique. Ah oui, j'ai besoin du contact avec la pierre. Hein. Ce qui est légitime en fait. Hein. En fait, quand il pense. Hein. Et je suis comme ça pour beaucoup de choses, pas que pour les pierres. Et après, il y a certaines personnes, ça les dérange pas. Ils vont commander une pierre qu'ils ont vue en photo sur Internet. Ils vont avoir leur topaze impériale. Elle va pas avoir la même forme que la photo, mais ça va pas les déranger, tu vois. Il faut tout, hein. Faut vraiment s'adapter à ce qu'on est soi, tu vois. Alors, on va passer à la sodalite maintenant. Alors, celle-ci, elle te parlait un peu plus. Oui, je la trouve trop belle. Enfin, j'aime beaucoup la couleur. Mais bon, c'est pas surprenant vu la couleur. Oui, ça ne m'étonne pas. Alors, vous l'aurez deviné, je pense, cette pierre a une couleur de dominante bleu foncé, et comme on l'arrête pas de le dire, le bleu, ça induit la paix, le calme intérieur, tu vois. Tu peux la porter en collier, elle va te redonner confiance en toi, elle va te permettre un développement rationnel, libérer tes culpabilités, tu vois. Il y a aussi de l'intérêt avec cette pierre. Sous l'oreiller, elle va te donner du calme. Donc, ce qui est pas inintéressant si tu as des problèmes de sommeil, donc le fait qu'elle t'apaise, qu'elle va calmer tes peurs, tes paniques, qui surviennent généralement le soir, tu vois. On peut parler dans certains cas de peur ou de panique nocturne, tu vois. Et cette pierre va t'apaiser au moment du sommeil. Hein. En méditation, elle va t'aider à développer ton intuition. Donc, si je peux faire un résumé des 2 pierres, si tu as maintenant quelque chose en toi où ça va pas, mais tu sais pas d'où ça vient, que tu es pas bien, que tu as un mal-être intérieur, mais que tu as, alors volontairement ou involontairement, tu ne sais pas la cause. Donc, ce serait bien de commencer par la topaze impériale. Et une fois que tu as travaillé là-dessus, que tu commences à aller mieux, pour faire revenir le calme intérieur, la paix, tu as la sodalite qui sera là pour t'aider, tu vois. Et si tu as encore des petites peurs nocturnes au moment de dormir, hop, tu la glisses sur ton oreiller et après, comme on parlait d'intuition avant, si tu veux vraiment développer ton intuition, tu peux t'en servir en méditation.
Waouh. Donc là, t'es paré avec les pierres. Hein. Oui. Alors maintenant, on va aller voir les plantes ou les huiles essentielles. Alors avant de commencer, je voulais faire une petite dédicace à notre amie Isilione concernant les huiles essentielles. Moi, je vais parler un petit peu de manière brève de la plante, vous donner quelques informations. Alors, je vous invite à aller écouter Isilione demain matin lors du réveil des enchanteurs, où il va vous parler de manière plus approfondie des huiles essentielles des plantes que je vais mettre en avant. Tout à fait, les amis. Donc, à ne pas rater donc demain matin la chronique essentielle de notre très chère amie Isilione. Et on n'oublie pas non plus que depuis le mois de février, bien évidemment, le réveil des enchanteurs est de 10h à midi. On a arrêté donc d'être présent pendant 3 heures. On avait fait ça depuis octobre jusqu'à janvier. Depuis le 1er février, eh bien, nous sommes là 2 heures parce qu'on s'est aperçu effectivement qu'il y avait quand même beaucoup de boulot pour 3 heures de live. Et donc, forcément, les chroniques sont un peu plus courtes, mais en même temps, si vous êtes intéressé, vous récupérez les plans. Et ça me permettra de dormir 1 heure de plus. Aussi, je crois pour tout le monde, en fait. Alors, ce matin, je vais vous parler du citron jaune, donc Citrus lemonum. Alors, au niveau physique, ce fameux citron, je vais pas détailler la photo du citron parce que tout le monde connaît le citron, Alina. Oui, c'est un super fruit. D'ailleurs, je confirme, on peut faire plein de choses avec. Alors le citron, c'est un fruit qu'on a vraiment. Moi, j'en ai toujours chez moi à la maison. Régulièrement, je fais des cures de citron. Je presse un citron, je le bois le matin à jeun. C'est bon pour énormément de choses, pour notre santé. En plus, ça a un goût agréable. On peut s'en servir en produits ménagers, vraiment en plein de choses. Il est polyvalent, notre ami le citron. On peut s'en servir alors en physique, en massage au niveau du plexus solaire. Il va stimuler les pensées positives et la joie de vie. Je sais pas si tu le savais, ça. Ah non, je savais pas. Ouais. C'est un très bon antibactérien également. Et ce qui est intéressant avec le citron, c'est lorsque tu as des problèmes de peau, et notamment de peau grasse, tu vois. Ça, je sais pour la peau. Ouais. Je sais que c'est certaines taches qui apparaissent quand tu fumes, notamment. Je sais que ça peut être le cas des fumeurs. Il suffit de prendre du citron dans de l'eau bien chaude et après coup, on frotte avec du citron sur les parties des doigts qui sont un peu sombres à cause de la nicotine. Ce qui fait que ça s'enlève en fait tout seul. Ouais. Faut frotter un peu quand même, mais ça s'enlève. Oui. Et moi, je suis plus comme ma grand-mère où je fais régulièrement des cures où je bois un citron le matin à jeun. Alors c'est excellent pour le foie, c'est vraiment bon pour le drainer, pour différentes choses pour le foie, mais c'est bon pour tout, pas que le foie. C'est vraiment le fruit à ne pas négliger. Alors certaines personnes, je le reconnais, ont du mal, ils le trouvent trop amer. Moi personnellement, je peux croquer dans un citron, ça me fait rien. Je sais pas si toi c'est ton cas. Non, moi ça va aussi. Je le dis avec pas mal d'eau, moi quand même. Ah non, moi je le prends nature. D'accord. Ouais. Des fois, je vais rajouter de l'eau chaude et du miel. C'est si maintenant j'ai mal à la gorge, tu vois. Mais après, il existe un livre, mais là j'ai plus la référence de tête, où il t'explique toutes les façons de consommer un citron avec toutes ses vertus. Alors, au niveau spirituel, toujours en massage, il va t'aider à libérer des addictions de manière inconsciente, un petit peu comme la pierre qu'on a vue avant, tu sais, la fameuse topaze impériale, pardon. Il va agir de la même façon. Et le citron aussi peut t'aider à trouver la juste place dans ta vie. Et au niveau émotionnel, mental, le citron va favoriser la concentration,
c'est pas mal pour les étudiants, tu vois, et ça va aussi leur permettre d'avoir une meilleure confiance en eux. Oui, donc ça booste pas mal. En fait, ça enlève la mélancolie, quoi, pour pas mal de personnes. Ça booste. Ah, mais le citron, c'est un incontournable. Hein. Si t'es pas allergique au citron, faut y aller, quoi. Ah oui. Citron. Je sais pas ce que Isilien va en dire demain, s'il sera de mon avis ou pas. Ouais, je pense que oui. Hein. Le connaissant. On verra, ce sera la surprise. Surprise, Isiliane. Bah, il sera peut-être pas à l'écoute de l'émission de ce soir, mais on lui en reparlera si on y pense. Hein. Il faudra lui faire. Oui, ça, il n'y a pas de souci pour lui en reparler. Ou alors on lui laisse la surprise. On va voir ce qu'il va dire sur le citron. Voilà. Aussi, et lui en parler après coup. C'est ça. En lui disant, on est de ton avis ou on n'est pas de ton avis. Voilà, team ou pas team citron. Voilà. Puis les enchanteurs peuvent nous le dire sur le chat s'ils sont team citron ou pas. Tout à fait, Mimi. Et maintenant, on va continuer avec le cèdre de l'Atlas. Alors celui-ci, il est beaucoup moins connu, Cedrus atlantica. Alors j'ai mis une photo, tu vois, c'est vraiment un grand arbre imposant, qui a vraiment de la prestance, cet arbre. Je sais pas s'il te parle, s'il te dit quelque chose quand tu le vois comme ça. Il est super beau. Ouais. Donc au niveau physique, en massage, cette plante a un fort pouvoir au niveau de la cicatrisation des plaies qui sont déjà fermées, telles que des vergetures, tu vois. Quand tu prends ou perds du poids de manière rapide ou lors d'un régime ou pour les femmes quand elles attendent un bébé, tu vois. Donc le cèdre de l'Atlas aura une incidence au niveau des vergetures pour les soigner, quoi, en fin de compte. Enfin, le côté esthétique, on va dire. Et c'est aussi alors j'ai jamais testé. Apparemment, elle permettrait aussi de lutter contre la rétention d'eau. Au niveau spirituel, le cèdre ouvre en méditation à l'amour universel et en massage de la voûte plantaire. Alors je pense que tu le sais, Alina, au niveau de la voûte plantaire, tu as tous les organes de ton corps qui sont représentés, et quand tu vas masser ta voûte plantaire avec de l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, ça va te favoriser aussi ton ancrage et ton harmonie, tu sais, âme et mentale. Au niveau émotionnel et mental, en inhalation, ça va t'aider à stimuler ton moral lors des déprimes saisonnières. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui supportent mal quand vient le mois de novembre. Tu sais, ces jours qui sont vraiment à faible lumière, très gris souvent, et qui manquent de luminosité. Le cèdre de l'Atlas va t'aider à équilibrer à nouveau ton mental et ton émotionnel pour un peu gommer cette déprime saisonnière. Alors moi, ça me fait ça pour janvier généralement. C'est vraiment en janvier où c'est le mois que j'aime le moins, janvier. C'est un truc. Ouais. Janvier l'année prochaine, si tu y penses, tu pourras tester et nous dire si ça a fonctionné sur toi. Oui. Et maintenant, on va passer au chakra. Alors, le chakra qui est en lien avec notre lame, c'est le coronal. Alors, Alina, le chakra coronal est en lien avec la note Si. Et si tu veux bien nous faire écouter la note Si lors de cet audio-là, le lien que je t'ai transféré, ce serait très gentil. Eh bien, c'est parti, les amis.
Eh ben, merci Alina pour cette note-ci. Et on va aller voir maintenant le côté du chakra mineur. Alors, au niveau du chakra mineur, c'est en lien avec l'oreille. Et si tu fais un lien chakra mineur oreille, il est en lien avec le chakra majeur gorge. Et le chakra majeur gorge, il est en lien avec la note sol. Alors, c'est parti, les amis, on y va. Et donc voilà. Alors, j'en ai fini pour ce matin. Je voulais vous faire encore une petite précision en vous disant que je ne suis pas médecin. Si vous souffrez de l'un de ces maux, que ce soit physique ou émotionnel, peu importe, surtout n'allez pas prendre un citron et dire je suis guéri, parce que vous avez mangé un citron ou alors parce que vous avez écouté une note au bol tibétain. Non. La chose la plus importante est d'aller consulter votre médecin traitant. Lui seul saura vous donner le traitement qui vous est adapté. C'est très bien dit, ma petite Mimi. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, si on prend tout au premier degré, à se dire c'est bon, j'ai des pierres, j'ai des notes de musique, j'ai des petits fruits, des petits légumes, mais si à l'intérieur ça ne va toujours pas, c'est qu'il y a un souci qu'il faut creuser quand même. Ah non, il faut d'abord aller voir le médecin traitant. Éventuellement, si vous voulez compléter par des huiles essentielles, demandez à votre médecin si c'est compatible avec le traitement qu'il va vous donner, parce que dans certains cas, ça ne l'est pas. Et après coup, seulement, vous pouvez le prendre en complément. Il faut faire les choses dans le bon ordre. Oui. C'est vraiment vital et important pour vous. C'est très bien dit, ma petite Mimi chérie. Eh ben de rien, Alina, j'espère que tu as apprécié ce décortiquage ce soir de cette lame de la tempérance ainsi que les enchanteurs. C'était merveilleux, comme à l'accoutumée, on a appris encore plein de belles choses. Cette émission sera en rediffusion comme à l'accoutumée le jeudi après-midi entre 16h et 18h, et puis après coup en vidéo replay podcast sur la chaîne YouTube Witches TV, les amis. Et j'avais une question à te poser, Alina. Oui, dis-moi. Le mois prochain, il y aura l'arcane 15. Oui. C'est quoi l'arcane 15 ? Sans chercher, J'ai pas cherché, là, je cherche dans ma tête, en fait. Non, je plaisante, Je sais la 16, ça c'est sûr, c'est une certitude, je le sais depuis limite les années-lumière, mais... Oui, mais je te parle de la 15. Alors, chaque chose en son temps, on va aller dans l'ordre. Je dirais... Tu donnes ta langue à... Le fou, non ? Peut-être le fou. Non. Je sais pas. L'arcane 15 et le diable. Non, sans rire. Bah oui. Alors vous savez, j'aurais voulu chercher, j'aurais jamais pensé au diable. Ah oui ? Ah, jamais. Pourquoi on associe le diable au 15 ? Ah bah ça, tu le sauras le mois prochain. Flûte et reflûte. Les gens, ils vont croire qu'on tu sais que c'est un qu'on appelle ça, qu'on s'est entraîné en avance et tout, et que c'est genre on a tout programmé, mais en fait pas du tout. Je vous assure, moi je savais pas, je fais pas attention à ça en fait. Moi je suis comme beaucoup en fait, je suis une bille au tarot. J'aime bien jouer aux billes, mais je connais pas trop le tarot. Voilà, je découvre grâce à Mimi notamment, et c'est passionnant. Et donc j'apprends, je découvre, je me rends compte que le 15 c'est le diable. Donc ça promet du bouillon. Après, en début d'émission, tu nous as dit que ton tarot à toi n'avait pas de numéro. Non. Peut-être que c'est une explication au fait que quand je t'embête en te demandant c'est quoi comme lame, c'est quoi comme arcane, et que tu sais pas me répondre, ça vient peut-être de là. Bah oui, c'est ça, oui. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais effectivement, il y a une logique. Mimi serait une très bonne psy, moi je vous le dis. Elle analyse tout, Mimi, elle analyse tout. Mais c'est vrai que moi, à ce niveau-là, je suis... Et t'as peut-être raison, parce que comme j'ai toujours eu ce tarot-là, en fait, j'ai jamais fait de corrélation avec les chiffres, en fait.
Il y a de fortes chances que, tu sais, chaque chose a une explication. Hein. C'est rationnel, c'est de la logique dans la majeure partie des cas. Et toi, je pense que ça vient de là. Et moi, chaque fois, je t'embête en te demandant c'est quoi l'arcane. Non, tu m'embêtes pas. Des fois, Mimi, elle me fait même des tests en live le dimanche matin. Hein, Mimi, sur le chat. Oui. J'ai des souvenirs aussi. C'est quoi comme lame? Je suis une vilaine, dis-le. Non, pas du tout, t'es pas une vilaine, mais ouais, c'est bien. Ça permet de se rendre compte si on a assimilé ou pas, intégré la chose ou pas. Et je trouve ça bien. Ça fait des petits tests, c'est bien. Bon, après, voilà. C'est facile avec le numéro 16. Hein. Le numéro 16, le numéro 3, c'est, voilà. Les deux, là, c'est... La 8. La 8, bien sûr. Ah bah oui, la 8. Ah bah, la justice. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était cette lame-là que tu m'avais fait comme test, en plus, un dimanche matin, de mémoire. C'est possible, oui. Oui, parce que tu avais dit que on était dans l'année 8 et je t'ai demandé quelle est la lame de l'année 8. Tout à fait, c'était ça, tout à fait. Et je m'étais pas trompée. Donc forcément, quand ça nous happe le cœur, on ne peut que savoir. Hein. Ça rentre mieux. Et avant, tu t'es pas trompée non plus quand je t'ai dit quel est l'arcane numéro 1. Tu as tout de suite répondu. Oui, parce que le battleur, ça reste quand même assez ancré en moi, c'est étrangement. Je pense tout le temps à l'apprenti, en fait. Le début d'un cheminement, tu vois. Donc, c'est totalement ça. C'est la symbolique du battleur. Hein. Donc, ça rentre facilement, en fait, le 1. La papesse, le 2, facile. Hein, parce que, voilà, t'es la papesse, ma pupuce. Hein. La 3, l'impératrice. Voilà, c'est facile. Hein, ça, c'est toi. C'est ma vie. C'est votre vision de moi. Mais après coup, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Voilà. Je me sens bien avec le 3. Et la 4... Je sais plus. Tu vois, là, ça commence. Le pape. Non, c'est après. Avant. Je sais plus. Voyez. On l'a vu, hein, mais je sais plus. Mais si t'as le couple, l'impératrice. L'empereur, ça y est, tu l'as dit. L'empereur. Eh bien, mes très chers enchanteurs, c'est comme ça qu'on conclut l'émission. Oui, tout à fait, parce que là, on a fait le tour, hein, et on va se laisser. Vivre pendant tout un mois avec cette tempérance avant de se retrouver le mois prochain. Tout à fait. Avec l'arcane du diable. Oh là là, ça promet du bouillon, les amis. J'ai peur. Écoute, ma petite Mimi, je te fais plein de gros bisous. Très bonne soirée à toi. À dimanche prochain, non. À demain matin pour les enchanteurs et pour toi, Mimi. Bisous Alina, bisous les enchanteurs, à demain matin pour le réveil des enchanteurs et au mois prochain avec la suite du tarot. Enchanteurs, enchanteresses, bienvenue à bord du Magicobus. Parti pour un voyage au cœur du tarot. Une expédition magique où les arcanes majeurs vous guideront à travers les chemins initiatiques pour explorer votre parcours intérieur. Installez-vous confortablement et faites bon voyage avec Mimi Mireille. Radio Antasia, la radio des enchanteurs.